Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la périménopause et d'un phénomène assez préoccupant qui est que cette période de transition dans la vie d'une femme arrive de plus en plus tôt. Alors qu'est-ce que c'est que la périménopause? Tout simplement c'est la transition hormonale avant la ménopause. Cette transition dure environ 4 à 7 ans et la ménopause c'est quand on a 12 mois consécutifs d'arrêt de règles en fait. 12 mois consécutifs sans règles. Ça, c'est la ménopause. Alors, il y a 30-40 ans, les signes de préménopause arrivaient vers 45, les signes de l'arrivée de la ménopause finalement, vers 45-47 ans. Aujourd'hui, dès 35-38 ans. Il y a même des cas de personnes, de femmes qui ont des signes, qui ressentent les signes de l'arrivée de la ménopause ou de la préménopause en tout cas, dès l'âge de 30 ans, de plus en plus fréquent. Une femme sur 100 aujourd'hui est en ménopause avant 40 ans. Donc ça, c'est un phénomène qui est nouveau. Pourquoi ce glissement? Alors, il y a un phénomène majeur qui est les perturbateurs endocriniens. Alors, on a des perturbateurs qu'on connaît très bien, le bisphénol A dans les plastiques alimentaires, les canettes, les tickets de caisse, les phtalates qu'on trouve dans tout ce qui est cosmétique conventionnel. Attention à ça, parce que les jeunes femmes, maintenant, elles se mettent jusqu'à 15 produits sur le visage et le corps par jour. C'est très préoccupant. Et plus il y a des problèmes de peau, et plus on y va, on se tartine. Donc on se tartine non seulement pour nettoyer, décaper, machin, et puis voilà. Moi j'ai eu en consultation une personne qui avait de l'acné, qui était plutôt jeune, et je vous assure, elle m'a détaillé sa routine de soins. Ça a pris 3 minutes au moins. Et il y avait une bonne douzaine de produits différents entre le nettoyage, le maquillage, le démaquillage, le soin du matin, du soir. Enfin, c'était assez impressionnant. Bref, ça c'était une petite aparté, mais tout ça, ça apporte des perturbateurs endocriniens parce que c'est rare évidemment qu'on choisisse des produits bio. Les produits bio sont quand même beaucoup mieux étudiés, il y a beaucoup moins d'ingrédients. Donc la quantité d'ingrédients réduit aussi le risque d'avoir tout ça, des perturbateurs endocriniens. Et puis aussi, il faut faire quelques recherches, utiliser certaines applis aussi qui peuvent t'aider pour mieux choisir les produits de beauté. Voilà, ça c'était le petit aparté, mais c'est très important, toute la question des cosmétiques conventionnels qui sont bourrés de perturbateurs endocriniens et qui sont de plus en plus utilisés avec l'avènement de toutes ces tiktokeuses beauté, tous ces trends autour du maquillage, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment il y a de plus en plus de demandes pour rentrer en études d'esthétique. C'est vraiment dans l'air du temps. Les filles se maquillent beaucoup aujourd'hui. Et les grandes marques bourrées de perturbateurs endocriniens sont valorisées. Voilà, donc ensuite on a bien sûr les pesticides. Donc là, les pesticides, on va en retrouver même dans l'eau du robinet, donc ça c'est difficile d'y échapper. La plupart des gens n'ont pas les moyens, et là il faut regarder les choses en face, de manger bio. Une mère de famille qui élève seule ses enfants, elle va pas faire ses courses chez Naturalia à moins qu'elle soit cadre supérieur, quoi. Donc on est dans des logiques comme ça, c'est pas évident. Donc bien sûr, il y a des solutions, des circuits courts, AMAP, etc. Encore faut-il d'une les connaître, et de deux avoir les moyens d'y avoir recours, notamment la mobilité. Bref, il faut avoir quand même en tête certaines réalités de la vie
qui font que tout le monde ne peut pas manger bio et tout le monde ne peut pas avoir accès à une ferme à côté de chez lui, malheureusement. Voilà. Tout le monde n'a pas de jardin également, donc les personnes font un petit peu ce qu'elles peuvent. Et donc des pesticides, eh bien, elles en trouvent beaucoup dans l'alimentation. Et bien entendu, d'où l'importance de bien rincer les légumes, de les faire tremper, etc. Il y a des choses à faire de ce côté-là également. Ensuite, tout ce qui est solvant qu'on retrouve dans nos environnements de bureau, tous les meubles en plaqué, là, en contreplaqué, tous les meubles de style Ikea, les chaises en plastique, les sols en plastique, les peintures, tout dégage énormément de solvants et de vraiment toutes ces choses que l'on inhale en permanence sont donc il y a des retardateurs de flammes qu'on trouve dans nos téléphones en permanence, donc ils sont toujours dégagés par nos téléphones. Tout ce qu'on respire également, de la pollution atmosphérique. Donc nos villes sont de plus en plus polluées, l'air vraiment est de très très mauvaise qualité. Ici en Île-de-France, c'est une catastrophe. Donc tout ça, bien entendu, ça agit, ça dérègle le système hormonal. La consommation de soja, également la consommation de certains aliments en particulier, comme le soja qui a pris un essor considérable avec l'avènement de cette mouvance végane qui s'est développée énormément ces dernières années. Donc on a vraiment une action grandissante de tous ces perturbateurs endocriniens de plus en plus présents dans nos vies sur le système endocrinien des femmes. Alors que font-ils? Ils imitent et ils bloquent les hormones naturelles. Ils dérèglent l'axe hormonal. Donc il y a une étude du NIH qui dit qu'en gros, une exposition élevée à certains perturbateurs endocriniens va faire venir la ménopause 2 à 4 ans plus tôt en moyenne. Une exposition élevée à certains perturbateurs endocriniens fait venir la ménopause 2 à 4 ans plus tôt. Il y a aussi la question des métaux lourds. Les métaux lourds comme le cadmium, l'arsenic, le mercure, tout ça va avoir un impact notamment sur la réserve ovarienne. Le cadmium, on en trouve dans la fumée de cigarette. Voilà, j'entrerai pas trop dans certains détails, mais l'arsenic, vous savez qu'on en trouve un peu dans le riz. Il faut rincer le riz systématiquement, ça vous le savez. Les riz en sachet qu'on fait cuire comme ça, c'est la pire chose au monde en fait. Les petits sachets de riz avec les petits trous là qu'on fait cuire dans le plastique. Je pense qu'en fait on a vraiment touché le fond avec ce genre de pratique inconséquente ces 30 dernières années quoi. Vers toujours plus de confort, mais vers toujours plus d'empoisonnement chronique. Alors oui, tout ça fait venir la ménopause beaucoup plus tôt. Et donc on a aussi, bien sûr, pas mal de plastique dans l'eau. Donc je vous ai dit, les plastiques, c'est une carte bancaire par personne et par an. Donc c'est pas mal en moyenne, en microplastique. On a également d'autres facteurs aggravants que sont le stress chronique qui va amener une surcharge des surrénales, une surproduction de cortisol en permanence. Ce cortisol, il perturbe tout le système endocrinien. Il y a la charge mentale des femmes qui est de plus en plus forte.
On leur demande de plus en plus de choses. On leur demande d'être belles, d'être jeunes, d'être dynamiques, d'être dans le travail, d'avoir des enfants, de leur faire plein d'activités. En fait, on attend des femmes qu'elles soient toutes, sans exception, des Wonder Woman, des super-héroïnes au quotidien. On a une alimentation qui est ultra transformée, qui est carencée en micronutriments. Nos sols sont morts, puisqu'ils sont retournés en permanence, ils ne sont pas respectés et ils sont considérés comme des substrats stériles dans lesquels on va injecter de la nourriture pour les plantes qui sont quasiment hors sol finalement. Il nous manque l'essentiel. Il nous manque l'essentiel des micronutriments. On mange finalement pour se remplir et on n'est plus nourri réellement. On n'a jamais autant mangé et on n'a jamais été aussi malnutri. On a aussi des rythmes artificiels, des rythmes de vie artificiels. La lumière en permanence, les écrans en permanence. Donc tout ça, ça va agir sur le rythme circadien et le sommeil va se décaler. On sera d'autant plus sensible au stress, on sera de plus en plus stressé, etc. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. Alors, une fois qu'on a fait cet état des lieux plus ou moins glorieux, je dirais même très préoccupant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en naturopathie, on va avoir une approche globale et individualisée. Globale, parce qu'on va agir à la fois sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, sur le mouvement régulier, sur tout ce qui est technique de relaxation, mais individualisée parce que pour chaque domaine, on va avoir une action vraiment ciblée. Non pas en fonction de la problématique, un symptôme, un remède. Ce n'est pas comme ça la naturopathie. C'est une personne dans son environnement, avec son terrain. Cette personne, qui elle est, qu'est-ce qu'elle amène comme faisceau de symptômes, comment ces déséquilibres se manifestent en elle. Son histoire est importante. Tout est important. La naturopathie, c'est un accompagnement holistique. On va vraiment prendre le temps d'échanger avec cette personne. Je vais prendre le temps d'échanger avec cette personne. Et pour ce qui est de l'hygiène de vie, le rythme, le sommeil, tout ce qui est alimentation, une alimentation qui soit à la fois adaptée au terrain, individualisée, anti-inflammatoire, stabilisante. La question du mouvement est importante, le retour au corps, la marche, le yoga, des sports qui sont plutôt doux, qui vont venir apaiser, parce que ces femmes sont souvent au bout du rouleau, qui vont venir les faire revenir à leur corps petit à petit et se le réapproprier. La danse, retrouver la joie, retrouver la respiration, retrouver l'élan. Aussi souvent qui commence à s'essouffler. Et justement, en parlant de souffle, il y a la cohérence cardiaque qui est superbe également, qui permet de venir soutenir le système nerveux, de réguler le nerf vague, d'apaiser et d'avoir des effets positifs à la fois sur le système nerveux, mais sur le corps tout entier et sur l'équilibre tout entier, ce qu'on appelle l'homéostasie. Bien sûr, en tant que naturo, je vais aussi avoir recours à certaines plantes. Vous connaissez des plantes qui sont souvent conseillées, comme par exemple le gâtillier, qui va venir favoriser la progestérone naturelle. La sauge, qui est un phytoestrogène, donc qui va agir un petit peu comme un estrogène doux, et qui, en plus de rééquilibrer, donc de lutter contre ces bouffées de chaleur qu'on peut avoir, etc., la sauge, elle va également apaiser le système nerveux parce qu'elle va favoriser la production de GABA et de sérotonine. Ça, c'est intéressant également. On a également des champignons et des plantes qui sont régulatrices
adaptogènes, c'était le mot que je cherchais. Le reishi, l'ashwagandha, alors le reishi est un champignon, l'ashwagandha est une plante, le cordyceps est un champignon. Ce sont des plantes et des champignons adaptogènes qui soutiennent les surrénales, qui favorisent aussi l'homéostasie. Le reishi n'est pas qu'adaptogène, il a aussi une action formidable sur le foie. Et quand on soigne le foie dans ce type de problématique, on ne se trompe jamais. Alors, ce que je propose, c'est... Voilà, bon là, je vous ai dit beaucoup de choses. C'est déjà ma proposition en soi, mais si vous voulez être accompagné, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous même pour un rendez-vous, une préconsultation gratuite. On échange pendant 20 minutes, il n'y a pas de problème. Ça sera avec grand plaisir. Ce qu'il faut, c'est vraiment vous dire que vous n'êtes pas seul. Et puis, le but, ça serait de comprendre en fait ce que vous vivez, identifier les déséquilibres dominants que vous manifestez, construire un accompagnement ensemble qui soit personnalisé, naturel et surtout progressif, parce que en naturopathie, on apprend à y aller progressivement avec la personne selon ses contraintes pour ne pas la mettre en échec. Enfin, dans les bonnes écoles, je pense que c'est le cas. Et voilà. Donc c'était un petit peu mon post du jour. J'avais envie de vous apporter cette information. La préménopause arrive de plus en plus tôt. Beaucoup de femmes ne savent pas ce qui leur arrive. Et ça, c'est problématique. Il faut en parler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.